Avec mes pratiques, j'ai refait une analyse de sol en 2019, donc 5 ans après mon installation, où le taux de matière organique il était à 12%. La volonté, c'était de me mécaniser le moins possible pour être le moins dépendant notamment des énergies fossiles. Mon rythme de travail, c'est 1er janvier, 1er juillet. Puis les légumes les plus estivaux que je vais produire, ça va être courgettes, concombres, haricots verts. Voilà. Je vais pas aller jusqu'à tomates, aubergines, poivrons. Du 1er juillet au 1er janvier, en fait, sur la ferme, il y a des couverts végétaux qui sont en place, qui se succèdent. J'utilise pas ou très peu le concept de rotation. S'installer après un BPREA et se dire que ça va marcher et qu'on sait tout, en fait, ça marche pas. Ça ouvre un peu le champ des possibles pour des fermes alentours. Ça montre que ça peut marcher, que c'est pas forcément facile, que c'est pas la seule manière de faire, mais que ça aussi, ça marche. Donc moi, je m'appelle Alban Réveillé, j'ai 36 ans. Je suis né dans les Vosges et je suis installé ici, donc à Casères en Haute-Garonne, depuis 2014. Donc ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. Donc c'est une installation un peu singulière dans le sens où je suis installé en entreprise individuelle sur du maraîchage biologique, dans un cadre collectif, parce que je vis dans une coopérative d'habitants. Qui est sur le lieu où je travaille. Sur cette coopérative d'habitants, il y a plein d'autres activités agricoles et artisanales, mais j'ai ma propre entreprise qui est juste accolée à cette coopérative d'habitants. Voilà. Mon parcours, du coup, avant d'être maraîcher en 2014, j'ai fait des études d'ingénieur en informatique que j'ai terminées en 2010, 2011. Et ensuite, j'ai travaillé 2 ans. Ça faisait partie un peu de mon plan de carrière pour avoir des sous. Parce que je me suis installé, mon objectif c'est de m'installer sans prêt et avec les moyens que j'avais. Et comme ni moi ni mes parents avaient des sous, et du coup j'ai fait le choix de faire des études supérieures pour ensuite pouvoir travailler et mettre rapidement des sous de côté. Et donc j'ai travaillé 2 ans, j'ai démissionné, j'ai fait une reconversion en faisant une formation agricole, un BPREA à Pamiers. Et ensuite, je me suis installé dans la foulée à la fin du BPREA, voilà. Et c'est ça, c'était concomitant avec le fait que on crée cette coopérative d'habitants à une grosse dizaine de personnes. Voilà un peu mon parcours. Voilà. Et donc depuis 10 ans, je suis maraîcher ici, maraîcher avec un atelier secondaire poules pondeuses. Donc sur la ferme, il y a 250 poules pondeuses et en maraîchage, il y a le terrain fait 1 hectare et il y a 2500 mètres carrés de culture, dont 1000 mètres carrés d'abri froid. Voilà, donc c'est vraiment une petite structure. Donc ici on est à Casères-sur-Garonne, en Haute-Garonne. On est à 250 mètres d'altitude, dans la plaine de la Garonne, première terrasse de la Garonne est derrière moi à 500 mètres à vol d'oiseau. Donc on est sur un sol très léger, on a 7% d'argile, entre 5 et 7% d'argile, 55% de sable et le reste de limon. Donc ça c'est sur la granulométrie fine. Et après, en plus de ça, il faut rajouter entre 20 à 40% de cailloux, de galets de Garonne. Donc c'est des sols qui sont pas propices au maraîchage du tout. Trop légers, pas assez fertiles, une génétique un peu faible, dans le sens pas assez d'argile. Et puis les galets qui gênent les opérations et qui, dans mon cas, justifient encore plus de ne pas travailler le sol pour arrêter de les remonter. Et donc du coup les ramasser. Alors le sol est très homogène ici. J'ai fait un puits en 2019 et la texture est la même sur les 7 premiers mètres. Et ensuite on arrive sur une couche de marne. Voilà. Donc pour le coup c'est une des forces, c'est qu'il est homogène dans la verticalité. Voilà. Après comme la Garonne, quand elle passait ici, elle faisait forcément des détours. Et du coup, on a des endroits où il y a plus ou moins de galets parce que les galets ont été charriés d'un côté ou charriés de l'autre. Et donc, ça fait qu'on a des variations, notamment de la grosse granulométrie. Quand je suis arrivé ici, le sol, c'était donc la texture que je disais, 7% d'argile, 55% de sable et le reste de limon. Et puis, beaucoup de galets. Et donc, j'ai passé les premières années un temps non négligeable, un pourcentage non négligeable de mon temps de travail à enlever ces galets. Et donc j'ai retiré à peu près 150 kg de galets au mètre carré, l'ordre de grandeur. Donc c'est beaucoup de travail à la main. C'est des choses que je continue à faire, mais à petit feu. Voilà. Et ce qui justifie le fait que maintenant je cherche à pas travailler le sol pour pas remonter ces galets. Donc sur les 10 premiers centimètres, c'est à peu près épuré des gros galets, on va dire.
Les gros galets, ça va de 25 cm de diamètre quand je suis arrivé à des choses grosses comme le poing, qui sont les plus gros que je retire maintenant, quoi. Après, le taux de matière organique, ici, on était sur une prairie permanente surpâturée par des chevaux, donc on était entre 3 et 4% de matière organique. Avec mes pratiques, j'ai refait une analyse de sol en 2019, donc 5 ans après mon installation, où le taux de matière organique, il était à 12%, donc 6% de matière organique libre, 6% de matière organique liée, PHO 6,4, pH KCl 6,1, CEC à 15, et après, autre indicateur, grosse activité biologique, minéralisation de l'azote autour de 1,9, minéralisation du carbone autour de 1,4. Et j'ai refait une analyse il y a 3 ans, en 2022, où là, la matière organique, elle est autour de 10%. C'était un autre endroit, donc il y a des petites variations, donc mais quand même assez élevé. La CEC était à 20 par contre, la CEC avait compté augmenté, et le pH était à 6,8 eau et 6, enfin le pH KCl avait quasiment pas bougé. Voilà. Donc on voit le sol, il a quand même beaucoup été perturbé par mes pratiques. La diminution, enfin la disparition des gros galets entre guillemets, l'augmentation du taux de matière organique et l'augmentation importante de la CEC qui sort un peu du cadre des. Quand je disais au début que mon sol a une génétique faible avec une faible fertilité, bah en fait on voit que la CEC elle a beaucoup augmenté depuis 10 ans. Je produis des légumes diversifiés. Depuis 5 ans, je produis uniquement des légumes primeurs, c'est-à-dire que je vends du 15 février au 1er juillet. Donc la gamme, c'est une grosse vingtaine de légumes. Tous les légumes auxquels on pense et qui sont de saison au printemps. Donc beaucoup de bottes, beaucoup de légumes feuilles. Et puis les légumes les plus estivaux que je vais produire, ça va être courgettes, concombres, haricots verts. Voilà. Je vais pas aller jusqu'à tomates, aubergines, poivrons. Et donc des carottes bottes, des navets, des oignons, de la betterave, des épinards, de la roquette, du mesclun, de la salade, voilà, des choses comme ça, des asperges, un peu de vivaces aussi, de la rhubarbe, de la fraise. Donc je suis certifié en agriculture biologique depuis le départ. C'était une friche quand on a repris, donc on a pu se faire certifier ici directement. Et puis pour aller chercher les sous, je suis aussi HVE. Voilà. C'est une toute petite structure et le choix initial, enfin la volonté, c'était de me mécaniser le moins possible pour être le moins dépendant, notamment des énergies fossiles. Et donc du coup, sur la ferme, il n'y a pas de tracteur. Il y a depuis 2 ans un motoculteur qui est partagé à 3, parce qu'on est 3 maraîchères qui ont chacun leur entreprise individuelle. Et donc la mécanisation se limite à un motoculteur avec un broyeur l'essentiel du travail fait avec cette machine, c'est de broyer des couverts végétaux. Et le reste du travail, c'est la préparation superficielle des planches. Superficielle, c'est entre 2 et 5 cm de profondeur, où il y a un travail de sol qui est fait pour faire un lit de semis ou un lit de plantation. Le reste de la mécanisation, souvent on l'oublie, mais pour moi la mécanisation la plus utile, c'est la pompe d'irrigation, qui me permet quand même de déplacer 800 mètres cubes d'eau par an, donc 800 tonnes par an. Et puis des véhicules de livraison électriques. Voilà, le reste du matériel, la ferme. Moi, un truc qui me tenait beaucoup à cœur, c'était la recherche d'autonomie, que ça soit énergétique, que ça soit sur la maîtrise verticale de l'activité, c'est-à-dire maîtriser toute la chaîne de production, de la production de plants jusqu'à le stockage, la transformation éventuellement. Et donc du coup, sur la ferme, il y a quand même pas mal de machines au final, mais qui servent pas directement à la production de légumes. Par exemple, je sais pas, j'ai un atelier de travail du métal tout équipé. Du coup, ça fait beaucoup de machines, mais c'est pas vraiment de la mécanisation du matériel auquel on l'entend agricole. Pour le reste, pour la production de légumes, il y a beaucoup de petits outils à main, soit qui ont été auto-fabriqués, soit qui ont été achetés, pour remplacer ce qu'on pourrait faire avec du matériel attelé. Voilà, du matériel un peu spécifique, notamment sur des sols non travaillés, pour des sols non travaillés ou faiblement travaillés. Donc des cannes à planter, des outils qui sont adaptés à des sols un peu plus fermes. Et puis des outils qui sont adaptés aussi à mon mode de production, comme un rouleau faca ou des choses pour détruire des couverts un peu particuliers. Ici, c'était une création de ferme. Et donc du coup, le système commercial,
il a été mis en place très progressivement. Moi, j'ai fait une installation progressive. Donc, en 2014, quand je m'installe, je suis, on va dire, à mi-temps sur la ferme, parce que le reste du mi-temps, c'est du travail sur la coopérative pour retaper mon lieu de vie. Et donc, du coup, ma petite production, elle est écoulée au bouche à oreille auprès d'une dizaine de personnes sur la ferme. Et donc, de ça, ça amène à une vente directe à la ferme, qui existe toujours depuis 10 ans, qui est montée un peu en volume, mais qui représente aujourd'hui à peu près un quart de mon chiffre d'affaires. Le deuxième pied de mon système de commercialisation, c'est de la vente en marché de plein vent, donc à travers 2 marchés, un marché le mercredi dans un petit village qui est pas loin d'ici, et un deuxième marché sur la petite ville où on est actuellement, à Caser, le samedi matin, et à eux deux, ça représente, on va dire, un gros quart, 30% de mon chiffre d'affaires. Le reste, ça va être une petite AMAP, 15 paniers, des paniers qui sont distribués à la ferme, qui va représenter 15-20% de mon chiffre d'affaires. Et tout le reste, on va rentrer un peu dans l'anecdotique, ça va être de la vente un petit peu à des collègues sur des créneaux primeurs où eux, ils n'ont pas assez de production pour maintenir leur étal. Donc, ça va être du dépôt-vente, en fait. Ils prennent la marchandise et ils me rendent celle qu'ils n'ont pas vendue. Et puis, de la vente soit en cantine scolaire, lycée, collège, cantine primaire, soit en magasin spécialisé, type Biocoop, voilà. Ça, c'est aujourd'hui. Et donc ça s'est construit progressivement au fur et à mesure de l'augmentation du chiffre d'affaires et du coup de la nécessité un petit peu de diversifier. Depuis que je me suis installé depuis 10 ans, donc j'ai fait une installation progressive. Donc première année, deuxième année, j'étais à mi-temps. Troisième année, j'étais à plein temps. Troisième année, je commence à sortir un SMIC. Et ensuite, 2020, c'est année Covid. Je fais une année pleine. Mon système de production, il est complet. Et je me rends compte fin juin que j'ai fait mon revenu pour l'année, à peu près. Toutes les cultures sont en place, donc je fais toute l'année, mais je me dis, ça fait 7 ans que je suis maraîcher. L'année prochaine, je vais prendre 6 mois de vacances. Donc l'année prochaine, en 2021, je vais cultiver les 6 premiers mois de l'année et m'arrêter. Et je vais prêter la ferme à des gens qui vont faire les 6 autres mois, qui vont faire les cultures d'été, d'automne, hiver. Et donc je fais ça en 2021 et ça se passe super bien. Les gens ils avaient pas vocation à rester sur place. Hein. Michel et Zourab, ils sont partis s'installer ailleurs. Mais du coup ça marche en fait. J'ai refait le chiffre d'affaires dont j'avais besoin pour faire mon revenu en 2021 et du coup je me dis vas-y, j'essaye en 2022 quoi. Et du coup en fait depuis 2021 du coup je fais ça. Je travaille essentiellement sur les 6 premiers mois de l'année. Et donc, c'est pour ça que j'ai une production coprimeur. Et donc là, c'est la 5e saison où je fais ça. C'est-à-dire que mon rythme de travail, c'est 1er janvier, 1er juillet, plus 1 à 2 jours par mois les 6 autres mois de l'année, plus 15 bonnes journées de travail au mois d'octobre, aux vacances de la Toussaint, là, pour implanter des cultures qui vont arriver en N+1, quoi. Et donc ça, c'est une grosse évolution sur la ferme, parce que ça me permet... Au début, je me souviens, le maraîchage, c'était toute ma vie. Enfin, je kiffais, je rêvais maraîchage, je me levais le matin, je voulais. Maintenant, j'adore ce métier, mais en fait, ça me fait du bien d'avoir une respiration annuelle. Et puis, ça me permet d'être vraiment à fond sur le maraîchage pendant 6 mois, que ça soit toute ma vie. Et puis, pendant 6 mois, de développer d'autres compétences, d'avoir des vacances, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est une évolution réussie plutôt, mais qui n'était pas prévue, quoi. À la base, c'était juste le tester une année parce que j'avais mis des sous de côté entre guillemets quoi. Quand je me suis mis à renouveler l'essai par la suite, je me suis dit du coup en juillet il y a plus de production de légumes sur la ferme et donc du coup je me suis dit c'est l'occasion de mettre ces fameux couverts estivaux dont on parle tout le temps, etc. Et du coup de baser ma fertilité sur l'utilisation de ces couverts végétaux estivaux. Et ce qui fait que du 1er juillet au 1er janvier, en fait, sur la ferme, il y a des couverts végétaux qui sont en place, qui se succèdent et qui garantissent à la fois
un retour de biomasse important au sol, qui derrière va me garantir une fertilité en année N+1, une structure du sol de qualité, une gestion de l'enherbement, avec peu de travail. Et donc du coup, comme ça, je passe 6 mois de l'année, les 6 premiers mois de l'année, à entre guillemets décapitaliser, donc à consommer des nutriments, exporter, etc., détruire la structure de sol parce que je piétine, je vais récolter, etc. Et 6 mois de l'année à reconstituer le capital sol sur ma ferme. Et donc sur la ferme aussi, ça fait une sorte de respiration, quoi. La première année où j'ai travaillé 6 mois, j'avais prêté la ferme les 6 autres mois de l'année, et donc les gens qui avaient récupéré la ferme avaient repris la commercialisation et avaient assuré la continuité. Et puis ensuite, et ça a été concomitant à la suite avec le fait qu'il y a d'autres maraîchères qui sont installés sur le lieu. Et donc maintenant, c'est eux qui reprennent une grosse partie de la commercialisation. Donc il y a une partie de la commercialisation qui est abandonnée, celle qui est en magasin ou en partie pour certaines cantines scolaires. Par contre, la vente directe n'est pas abandonnée, et donc il y a toujours du légume sur le marché, sur le même stand. Il y a toujours du légume à la vente à la ferme, il y a toujours des paniers amables disponibles, etc. Voilà. C'est clairement une limitation, enfin quelque chose qui moi me faisait peur, l'aspect commercial, en travaillant pas toute l'année. Ce qui est d'ailleurs est souvent le cas, même quand on travaille toute l'année, on a souvent 1 ou 2 mois de pause et on se demande comment les clients vont réagir au retour. Et ça, pour moi, c'est la force du collectif, et c'est là où on voit où on peut être vraiment dans de la coopération entre agriculteurs de la même production. C'est du coup de venir se compléter. Et du coup, il y en a un qui se spécialise un peu sur certains types de cultures, et du coup, ça oriente l'autre sur dire, il y a un créneau commercial qui s'ouvre sur le reste. Voilà. Donc ça fonctionne bien, et c'était pareil, pas trop anticipé, quoi. De fait, ça s'est fait, voilà. En fait, moi, j'ai pas des gros besoins en revenus, parce que je vis dans une coopérative d'habitants, parce que j'ai fait le choix de pas avoir d'enfants. Du coup, en fait, je peux vivre au RSA. Ça marche, ça flotte économiquement. Et du coup, ce que je me fixe un peu comme modalité quand je mets en place des choses sur ma ferme, c'est d'essayer de faire des choses qui puissent être duplicables, reproductibles. Et en fait, ça marche pas de dire oui, en fait, on peut être maraîcher, puis on est au RSA, et puis du coup, quand on a des enfants, des études à payer, ça marche pas. Enfin, quand on a un loyer à payer, ça marche pas, etc. Donc, la modalité que je me fixe, mais plus pour l'exercice que pour mes besoins, c'est de dégager au moins un SMIC. C'est ça un peu mon jalon. Donc 1000, 1005, 1004, 1003, un truc comme ça. Et donc du coup, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, en année 3-4, je commence à sortir un SMIC. Parce que pour moi, c'est ça un peu la réussite économique, la viabilité de la ferme, au-delà de la viabilité juste de moi, c'est d'être capable de nourrir, enfin de rémunérer au SMIC quelqu'un qui travaille, quoi. Voilà. Donc le scénario de démarrage à partir de la prairie, il a été très mal géré, parce que c'était, je pense, à la fois l'état de l'art en 2014 et à la fois mon manque de connaissances à l'époque. Donc c'était une prairie avec 80% de vivaces, beaucoup de chiens dents, liserons, donc des vivaces à rhizome, un peu de chardon. Et donc ici on a acheté en juillet. Et donc en juillet, en plein été, j'ai fait un griffage superficiel mécanisé, donc au tracteur, au vibroculteur, pour essayer de faire mourir ces vivaces à rhizome durant l'été. Ça n'a pas suffi. Et ensuite, il y a eu un bâchage court qui a suffi pour tuer les annuelles. Court, ça veut dire 2 mois, on va dire. 2-3 mois avant une mise en culture. Et donc ça n'a pas permis de tuer toutes les vivaces, donc ça fait que les 3-4 premières années, j'ai galéré à lutter contre la vivace, avant de mettre en place un peu un assolement, une rotation orientée gestion des vivaces, pour m'en débarrasser définitivement, on va dire 2018-2019, et où maintenant j'ai plus de vivaces sur mes parcelles, ou de manière très ponctuelle. Donc ça, c'est comment j'ai mis en place comment j'ai détruit la prairie, sachant que j'avais en tête de mettre en culture 2500 m² dès le départ, mais que au démarrage, j'ai pas mis en culture cette surface-là. Et donc la surface, les 2-3 premières années, la surface qui était pas encore en maraîchage,
Du coup, elle était en couverts végétaux annuels ressemés. Et donc ça a permis de détruire progressivement la prairie par étouffement. C'était un couvert estival à base de facélie moutarde sarrasin. Le dosage, c'était 1 gramme de moutarde au mètre carré, donc 10 kg hectares de moutarde, 20 kg hectares de sarrasin, 20 kg hectares de facélie, et en hiver, une graminée légumineuse en fonction de ce que j'avais. C'était toujours de la veste pour le côté petite graine, pour la légumineuse. Et la graminée, c'était une fois du seigle, une fois du triticale, une fois de l'orge, ce qui venait. Ça, c'est des couches ouvertes du coup qui se sont enchaînées pendant plusieurs années, durant 2-3 ans, et que j'arrêtais entre guillemets au moment de mettre en culture. C'est-à-dire que en augmentant ma surface de maraîchage, bah du coup, j'abandonnais des surfaces où je maintenais ces couverts. Alors en fait, je les détruisais jamais complètement. Ils étaient broyés ras, et puis dans ce couvert-là était semé le couvert suivant. Et c'était clairement pas du tout optimal, hein, parce que bah il y avait pas de raison en fait d'enchaîner des couverts annuels plutôt que d'installer un couvert pluriannuel. Ça, c'était une aberration agronomique. Mais disons que c'était ce que j'avais ce que j'avais en tête, ce qu'il fallait faire. Voilà, c'était les erreurs de l'époque. Je m'y prendrais pas du tout comme ça maintenant, mais voilà. Tu t'y prendrais comment? Si je devais refaire mon installation, je ferais une première saison avec moins de diversité végétale, et je déroulerai gentiment une bâche sur ma prairie 1 mois avant d'implanter mes cultures, et je sélectionnerai des légumes à grand espacement, genre 1 à 2 trous au mètre carré, et j'utiliserai la première année de culture pour détruire la prairie à la bâche, sans travail de sol, et en ayant un résultat plus propre au débâchage. Et donc au mois d'octobre pour le plein champ, à la fin de la culture d'été, je viendrai débâcher et semer un couvert d'hiver pour prendre la place. Voilà. Et du coup, bah, cette même surface bâchée, ça me permettrait d'aller bâcher une nouvelle surface et donc d'agrandir la surface de la ferme l'année d'après. Voilà. C'est comme ça que je m'y prendrai maintenant. En fait, la gestion de la fertilité sur la ferme, elle a beaucoup évolué depuis mon installation. Le point de départ, c'était ce que j'avais vu en stage. C'est-à-dire des apports de matière exogène, de matière végétale issue de paysagistes, pour faire vite, donc de la tonte, de la feuille, du bois broyé. Donc la tonte et la feuille, c'était utilisé en paillage sur les cultures, donc 80% des cultures étaient paillées, on va dire, toutes celles que je pouvais pailler, tout sauf les semi-directs, on va dire, en permanence. Et donc c'est ça qui a permis de remonter rapidement le taux de matière organique, je pense, de le passer de 3-4% à 12% en 5 ans plus tard. Dans mon idée quand même d'être autonome, du coup il y avait le fait de devenir autonome aussi sur cette matière-là, sur l'entretien de la fertilité. Et donc il y avait petit à petit de la mise en place de couverts végétaux, au début par mimétisme, et puis rapidement un peu par recherche paysanne un peu collective. Donc on a eu des différents groupes de dispositifs de suivi, des défis fermes, des cases d'art, des GI2E, où on a travaillé sur l'utilisation des couverts végétaux, qui du coup sont venus remplacer ces apports de matière exogène. Et là où au début la fertilité elle était assurée pour 80 ou 90% par des apports de matière extérieure, aujourd'hui c'est plutôt l'inverse. Il y a plutôt 10% qui viennent de matière extérieure et puis 90% qui viennent des couverts végétaux. Donc je travaille seul, et donc du coup j'ai dimensionné la ferme pour pouvoir travailler seul confortablement. Donc sur ces 2500 mètres carrés, toutes les planches, sauf une serre, font 20 mètres de long, et toutes les planches font 1,10 m de large et 40 cm de passe-pied. C'était hyper important pour moi, et je me suis pris la tête des journées en entière de choisir la largeur des planches, la largeur du passe-pied au démarrage. Avec le recul, en fait, c'est pas ça pour moi qui est important. Ce qui est important, c'est l'anthrax entre planches, c'est-à-dire la distance entre le milieu d'une planche et le milieu de la planche d'après. C'est-à-dire que la largeur d'une planche, enfin, ce qui compte, c'est la largeur d'une planche plus le passe-pied, plus que juste la largeur de la planche. Et parce que ce cumul des deux, en fait, il fait qu'on peut faire varier en fonction des cultures la largeur effective de la planche et la largeur effective du passe-pied. Les gouttes à gouttes sont toujours au même, enfin, le peigne de goutte à goutte est toujours au même endroit. Ça, on peut pas le changer après coup. Et voilà. Et donc, du coup, plutôt, c'est adapté à ma morphologie. Je fais 1,83 m, et
Sur le petit plan de la ferme, on peut voir que il y a une haie qui est au nord de la ferme qui protège du vent dominant qui vient du nord-ouest. Et il y a également des haies à l'est et au sud qui permettent de protéger du vent d'autant. Voilà, c'était une préoccupation importante sur la ferme de faire un design qui prenait en compte ces vents dominants, parce qu'à mon avis, c'est ce qui vient le plus gêner sur ma ferme à moi, la production de légumes. Voilà, donc la position des parcelles de légumes au sein de cette parcelle de 1 hectare qui m'appartient, elle a été mise contre la seule haie qui était existante à mon arrivée, donc la haie qui se trouve au nord. Les autres haies ont été plantées dès mon arrivée, et maintenant elles commencent à jouer, enfin elles jouent leur effet au bout de 10 ans, quoi. Voilà, les planches sont orientées pas tout à fait nord-sud, parce que c'est un compromis avec la réalité topographique du terrain. Comme le terrain est plat, il n'y a pas trop d'impact. Et ensuite, ce qui a beaucoup joué sur l'implantation de la ferme, c'est donc dans la réflexion des vents dominants, c'est le positionnement des bâtiments pour qu'ils soient à la fois centraux et à la fois qui permettent de protéger les parcelles ou les serres du vent. Sur la ferme, j'utilise pas ou très peu le concept de rotation. Je l'utilise pour des questions réglementaires en bio. Et je l'utilise ponctuellement quand j'ai des problèmes, mais de base c'est quelque chose que je remets beaucoup en cause et qui pour moi manque d'assises agronomiques sur des modèles comme le mien, puisque pour des raisons de fertilité ça se justifie pas trop, pour des questions de sanitaires, de maladies de sol ça se justifie pas trop, pour des questions de gestion des ravageurs sur des petites surfaces ça se justifie pas trop. Pour des questions de gestion de l'enherbement, ça se justifie pas trop non plus parce qu'on a plein d'autres outils à notre disposition. Donc tout ça, ça fait qu'il n'y a pas de raison pour moi de vraiment de faire des blocs, de tourner, de dire le bloc de l'année 1 devient le bloc de l'année 2, etc. Donc il n'y a pas ça. Et donc plutôt, si je peux, une culture qui fonctionne bien à un endroit, bah elle reste à cet endroit-là l'année d'après. Et puis le jour où j'ai un problème, j'identifie si le problème vient de l'endroit. J'ai suffisamment de couverts végétaux dans mon assolement pour que ce soit les couverts végétaux qui gèrent la structure du sol et pas les cultures en place. Et donc du coup, ça se justifie pas non plus. Pour la question des ravageurs, en fait, ma ferme, elle est posée sur 1 hectare. Donc en fait, soit c'est des ravageurs qui se déplacent pas du tout, mais il y en a très peu, soit c'est des ravageurs qui vont pouvoir suivre les cultures sans aucun problème, peu importe les rotations que je mets en place. Je sais pas, je pense aux campagnols, aux pucerons, enfin j'en sais rien, aux dorifores, voilà. Pour le côté problème sanitaire venant du sol, les maladies venant du sol, là, cork-et-route, je sais pas quoi, sclérotinia, rhizoctone, tout ça, hernie du chou, il y a très peu de problèmes sanitaires sur la ferme, et pour moi, ça vient du fait que j'ai un bon taux de matière organique, que j'ai une structure de sol de qualité, et du coup que j'ai un écosystème sol qui est en bon état. Et donc il y a toujours quelques pathogènes, mais ça ne justifie pas de mettre en place le char d'assaut qui est les rotations dans un système avec 20 espèces différentes. D'autant qu'en maraîchage, on a tellement de contraintes pour organiser notre assolement avec les besoins en type d'arrosage, les besoins en filet, en P17, rassembler les cultures par durée de cycle pour essayer d'y associer des couverts végétaux, enfin, voilà. Il n'y a pas besoin de s'embêter, à mon avis, pour mettre en place des rotations. D'autant plus que la majorité des rotations qui sont faites en maraîchage sont des rotations par famille botanique et que les rotations réglementaires sont par espèce. Voilà. Donc tout ça, ça me semble être presque plus une religion dans certains cas qu'une justification agronomique. Je dis bien dans des systèmes avec des sols en bon état, avec bien pourvus en matière organique, faiblement travaillés, tout ça. La réglementation bio, elle oblige à effectuer une rotation qui est basé sur les espèces, pas sur les familles botaniques. Le cadre réglementaire, c'est 3 espèces minimum dans la rotation. Dans cette rotation-là, un couvert compte comme une espèce à condition qu'il reste en place suffisamment longtemps pour jouer son rôle agronomique à définir et qu'il ne passe pas sous la barre des 1 mois dans le cas général et 3 semaines dans le cas du sorgho. Dans mon cas, tous les ans, il y a 2 couverts successifs qui durent plus d'1 mois. Donc j'ai le droit de faire carotte, couvert, couvert, carotte, couvert, couvert. Le cadre réglementaire est complètement perdu si on commence à associer
plusieurs légumes sur une planche. Ce que tu fais? Oui, ce qui m'arrive de faire, pas pour des questions agronomiques, pas du tout pour des questions de la mouche du poireau va être repoussée par la mouche de la carotte, s'il y a de la carotte en place, etc. Mais pour des questions de densification des cultures. C'est-à-dire je fais beaucoup de cultures en dérobé avec des cultures à cycle court et des cultures à cycle un peu plus long pour enchaîner les cycles. Voilà. Donc ici le sol est vraiment pas terrible. Par contre, un des trucs qui moi me tenait à cœur et dont j'avais bien conscience en 2014, c'est que l'eau c'était le truc sur lequel je voulais pas faire de compromis. Et donc je voulais plusieurs solutions pour arroser mes légumes au cas où, un peu en mode résilience quoi. Presque du survivalisme dans un contexte de changement climatique. Et donc, quand je suis arrivé, il y avait un puits qui était existant, dont le débit était inconnu, mais supérieur à 3,5 mètres cubes par heure, qui était le débit de la pompe de l'époque. Il y avait un canal d'irrigation en eau de avril à octobre, qui couvrait largement mes besoins, et puis il y avait le réseau d'eau potable. Et donc, c'est ça qui m'a permis de me dire, ok, je suis en sécurité, je vais avoir assez d'eau pour arroser mes légumes. Et aujourd'hui, j'ai fait un puits qui m'appartient sur ma ferme, dont le débit est de 50 mètres cubes par heure, donc qui est bien au-delà de mes besoins. C'est un puits busé qui va à 7 mètres de profondeur, c'est-à-dire qu'il est posé sur la couche de marne qui est à 7 mètres, une fois que on a fini de traverser la couche de galets de Garonne, pour faire simple. Voilà, cette eau est de bonne qualité. Par contre, elle est froide. Elle est pompée avec une pompe immergée, 4 kW, 20 mètres cubes heure, pour donner des ordres de grandeur. Ça passe dans un filtre à disque 100 microns. Et derrière, ça passe dans un système d'automatisation des vannes et de distribution qui est centralisé dans un bâtiment et qui distribue différentes parcelles. Voilà. Pour le reste, j'ai démarré ma ferme qu'avec du goutte à goutte pour des questions un peu de recherche d'économie d'eau, etc. Et puis je suis complètement revenu en arrière. Et donc aujourd'hui, notamment sur une production primeur, j'ai l'essentiel des cultures qui sont en aspersion. J'ai quelques cultures qui sont en goutte à goutte pour des raisons sanitaires. Et j'ai aussi une partie des cultures qui a le double système, goutte à goutte plus aspersion, pour pouvoir gérer des démarrages. Typiquement, un exemple, c'est les carottes, où je fais un démarrage en aspersion et je bascule en goutte à goutte pour des questions d'enherbement et de gestion sanitaire sous filet. Voilà. Celles qui sont en goutte à goutte pour des raisons sanitaires, c'est quelle culture? Alors, pour être exhaustif, il va y avoir les épinards, les salades en hiver, les carottes. Les carottes, c'est pour pouvoir assécher la surface, la surface du sol et donc du coup freiner les pontes de mouches. Les concombres, ils ont du goutte à goutte pour pouvoir gérer en fonction. Est-ce que c'est l'acarien tétranique, est-ce que c'est le mildiou qui est le plus à gérer, donc en fonction de je choisis le type d'irrigation. Pareil pour les haricots verts. Les courgettes vont être en goutte à goutte. Pour le reste, l'essentiel va être en aspersion. C'est du goutte à goutte épais là qui dure plus de 10 ans. Voilà. Mis à part la casse ponctuelle, mais voilà. Quand je me suis installé, comme je le disais, j'utilisais un puits qui n'était pas sur ma parcelle, dont le débit est de 3,5 mètres cubes heure, c'était la pompe qui était en place. Et donc j'ai dimensionné mon réseau en fonction de ça. Donc tout mon réseau secondaire, il est en diamètre en PEHD 32, parce que ça permet d'absorber 3,5 mètres cubes heure. Et quand j'ai fait en 2019 un puits sur ma ferme pour être autonome sur la flotte, je l'ai fait notamment parce que c'était limitant, 3,5 mètres cubes heure, je faisais plus pas vraiment ce que je voulais. Et donc, comme j'avais un débit de 50 mètres cubes heure, je me suis dit que c'était vraiment exagéré de mettre une pompe de 50 mètres cubes heure, donc j'ai pris un compromis. J'ai pris 20 mètres cubes heure, ce qui me permet, à la grosse louche, d'arroser 100% de ma surface en même temps. Toute ma surface, voilà. C'est chose que je ne fais jamais, mais du coup, pour me permettre de le faire. Voilà. Et donc, du coup, j'ai dimensionné la pompe, les tuyaux, donc c'est du 63
PEHD, le réseau primaire, donc du puits jusqu'au réseau d'électrovannes, c'est du 63. Et ensuite, le réseau secondaire, donc ce qui va du bâtiment qui centralise l'automatisation de l'arrosage aux parcelles, ça reste en diamètre 32. Et donc je peux envoyer 5 parcelles, entre guillemets, à 3,5 mètres cubes par heure, à 3 bars. Au démarrage de la ferme, je produisais un tiers ou un quart des semences dont j'avais besoin, soit moi, soit via un réseau d'échange entre paysans. Et c'est quelque chose que j'ai complètement abandonné. Pas que ce soit pas intéressant, mais que c'est pas une activité clairement qui est rentable, au temps de travail. Et donc j'ai préféré mettre mon énergie ailleurs pour aller chercher plus de viabilité économique. Par contre, je produis 100% de mes plants depuis le début, dès la première année. Je dis pas, j'en ferai pas forcément un conseil, mais moi je suis content d'avoir fait ce parcours-là parce que je sais que si j'avais acheté mes plants au début, j'aurais gardé ce confort de travail. Et aujourd'hui, produire les plants sur ma ferme, ça me fait économiser 10% de mon chiffre d'affaires, à peu près, en charge. Et donc 10% de mon chiffre d'affaires, ça fait quand même 3 000 euros ou 3 000 à 4 000 euros par an. Donc mes plants, ils sont réalisés à la moteuse électrique. Pour l'essentiel, j'ai quelques plaques alvéolaires, quelques godets pour des formats un peu particuliers, notamment pour les concombres, les courgettes, les haricots verts, je les fais en godet, mais toutes les modes de 4, tout ce que je peux mettre en mode de 4 par 4, je le fais à la moteuse. Du coup, j'ai une série de nappes chauffantes, donc je dois avoir 15 mètres carrés de nappes chauffantes à peu près, et j'ai une caisse de germination auto-fabriquée sur la base d'un congélateur coffre qui me permet de passer les plants pendant 3 à 6 jours dans un endroit humide et très bien isolé, ce qui me permet de diminuer ma consommation électrique. C'est un espace pépinière de 50 mètres carrés qui est dédié. Ouais. Je pense que clairement au démarrage de la ferme, produire ses plants, ça peut être un frein à réussir ces cultures. Parce qu'à mon avis, c'est un bon tiers de la réussite d'une culture, c'est la réussite du plan. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un facteur de réussite et de viabilité économique de la ferme, de réussite des cultures, parce que ça me permet de les avoir sous les yeux. Je pense que je les réussis à peu près aussi bien que les producteurs de plants, ou peut-être pas, mais presque. Mais que du coup, je les plante pile au bon moment. Je peux adapter mes opérations au champ en fonction du stade des plants. Et en fait, ça, c'est un vrai... ça rajoute un peu de charge mentale, mais c'est un vrai atout pour la réussite des cultures. Dès que je peux faire quelque chose en semi-direct, en plan, je le fais, pardon. Donc plutôt 80% des cultures sont faites en pépinière. Les cultures qui sont faites en semi-direct, ça va être radis, carottes, quelques betteraves, les couverts végétaux. Et effectivement, il y a aussi du semi-direct de cailloux d'ail et de bulbi d'oignon. Itinéraire technique, outils de planification, gestion de la fertilité ou encore atelier volaille, tous nos experts vous livrent leur savoir-faire dans des formations 100% finançables Vivea. Vous trouverez toutes les informations en commentaire de cette vidéo. Maintenant que je produis que des légumes primeurs, en fait, pour moi, en termes d'itinéraire technique, il y a un peu 2 types de légumes. Chez moi, il y a ceux que j'implante avant l'hiver et ceux que j'implante après l'hiver. Ceux que j'implante avant l'hiver, j'ai envie, autant que possible, de les pailler avec de la matière organique pour protéger le sol durant l'hiver, des froids, des pluies, et pour du coup poser une sorte de couverture sur le sol et du coup conserver un sol chaud qui va leur permettre de grandir plus longtemps, aux légumes, et de prolonger la période de minéralisation. Ceux que je vais mettre, tous les légumes, et c'est l'essentiel que je vais mettre après l'hiver ou durant l'hiver, je vais essayer d'avoir le sol le plus réchauffé possible. Et donc du coup, je vais au contraire avoir soit des sols à nu, soit des sols bâchés pour favoriser le réchauffement au printemps. Donc en termes d'itinéraire technique, ça veut dire que les légumes que j'implante avant l'hiver, je vais venir soit avant, soit après leur implantation déposer souvent de la feuille. Combien de centimètres? Suffisamment pour pas que ça germe, c'est-à-dire de l'ordre de 10 centimètres. Ça va dépendre du type de feuille. Si c'est des feuilles plutôt qui vont pouvoir s'envoler un peu ou qui vont être très occultantes ou pas du tout. Mais globalement autour de 10 centimètres d'épaisseur. Donc par exemple sur de la fève,
ça va être paillé. C'est de la feuille qui est collectée à leur mototondeuse des paysagistes, et donc du coup elle est plus ou moins hachée en fonction du type de machine qui est passée au-dessus, mais ça arrive que ce soit la feuille entière. Ça c'est un matériau qui du coup va rester en place jusqu'à la fin de la culture, et qui au moment où ma saison va se terminer au mois de juillet de l'année N+1 va pas être complètement décomposé, et donc va se retrouver encore au sol au moment où je sème le premier couvert d'été, et donc va finir de se décomposer pour l'année d'après. Et donc là, quand je vais revenir l'année d'après, il y aura plus ce mulch-là qui va pas me gêner. Voilà. Donc il y a un autre type de culture à l'automne, c'est les cultures que je vais mettre sur bâche, et où ces cultures elles vont être à la fois bâchées et à la fois paillées. Donc je vais venir, par exemple, les bulbes d'ail ou d'oignon, je vais les planter sur bâche, et ensuite je vais pailler après plantation, ce qui va me permettre de limiter l'enherbement à travers les trous de plantation, et de faire le même effet un peu couvre-sol et protection thermique. Mais c'est des toiles tissées qui sont autant que possible, qui prennent plusieurs planches. Donc il n'y a pas les passe-pieds à nu, ça me permet de gérer l'enherbement des passe-pieds. C'est un peu plus contraignant à la mise en œuvre, mais je crois qu'au final ça fait quand même moins de manutention. D'autant que si on se rappelle de mon contexte pédologique, ici moi je peux pas poser d'agrafe parce que j'ai trop de galets, et donc du coup je suis obligé de lester ces bâches. Donc c'est de la manutention. Donc je cherche à diminuer le nombre de lestes que j'installe. Il y a une recherche de standardisation des densités d'implantation sur la ferme. Et donc il y a un compromis qui est fait. Un exemple de compromis, c'est il y a beaucoup de choses qui vont être densité salade, même si c'est pas idéal. Par exemple, pour l'épinard, c'est peut-être un peu faible comme densité. Et donc du coup, au lieu de mettre 3 graines dans ma motte, je vais en mettre 4 pour compenser. Et puis, je sais pas, pour le chou rave, ça va peut-être un tout petit peu serré. Et donc du coup, mes choux raves, ils vont mettre une semaine de plus à arriver à maturité. Voilà. C'est le compromis qui est fait pour simplifier les itinéraires techniques. Pour les légumes au printemps, donc sur sol nu ou sur sol bâché, du coup concrètement ça va être derrière un couvert d'automne qui va être broyé, occulté avec une bâche d'ensilage, et ensuite il y aura une préparation de sol avec une herse rotative sur 2 à 5 cm de profondeur avant soit le semis, soit la plantation. C'est-à-dire que le broyage plus l'occultation, ça va permettre de rendre pas gênant 80% de la biomasse, quoi. Et donc il y aura quelques résidus sur le sol, mais qui seront compatibles avec un semis direct au terme des 1 mois d'occultation. Les ravageurs sur la ferme qui m'embêtent le plus par ordre de priorité, on va dire, ou qui m'inquiètent le plus, le numéro 1, c'est clairement la courtilière. Qui me fait des dégâts depuis 3 ans, on va dire, 3-4 ans. Les dégâts sont, je pense, maintenant c'est stabilisé, mais clairement, au début, je voyais des individus, puis je voyais pas trop de dégâts, et puis maintenant j'ai des dégâts suffisamment. Ouais, ça me fait des dégâts suffisamment pour que j'ai décidé d'arrêter des pommes de terre primaires l'année prochaine, me disant que j'avais trop de dégâts pour que ça vaille le coup. Et ça fait des dégâts chez moi sur fenouil, salade, pommes de terre, radis aussi. Et ça fait pas de dégâts bizarrement sur carottes, oignons, alors que c'est des cultures qui sont vraiment très touchées chez les collègues. Voilà, donc j'ai pas d'explication, mais j'ai pas de dégâts. T'as des méthodes de lutte? Alors les méthodes de lutte, pour moi c'est ce qui justifie que depuis 1 an et demi, 2 ans, je passe un coup de herse rotative à 5 cm systématique avant une culture. Ça doit gêner leur galerie, leur développement, mais ça va jamais détruire leurs nids qui sont à 30 cm de profondeur. Ce petit coup de herse rotative, en plus, il est utile que durant la période où elles sont actives. Et donc, je me pose la question de l'efficacité. C'est difficile à mesurer. Comme c'est des animaux qui sont principalement nocturnes, et qu'a priori, je passe pas la herse rotative la nuit, j'ai peur que ça serve pas à grand chose, si ce n'est un peu à gêner leur galerie. Pour autant, quand je passe en été la herse rotative à un endroit juste avant de semer un couvert, par exemple, je vois des individus qui sont détruits.
mais je sais pas la proportion, je sais pas mesurer. Voilà. Ça, c'est une méthode de lutte. Une autre méthode de lutte que j'ai utilisée, c'est d'enterrer des boîtes de conserve à ras du sol pour les piéger, pour qu'elles tombent dedans. Ça fonctionne, mais il faudrait répéter ça sur 2500 mètres carrés pour voilà. Alors la boîte de conserve, en fait, une boîte de conserve haute comme ça. Elle est enterrée de sorte que le niveau du sol arrive pile à cet endroit-là, et donc la courtière fait ses galeries superficielles et elle tombe dans la boîte de conserve et elle peut pas remonter. Donc on la capture. Voilà. J'ai essayé aussi la lutte avec des nématodes pathogènes là, et ça marche pas du tout. Enfin en tout cas ça n'a pas marché chez moi. Pourtant j'ai respecté scrupuleusement et j'ai renouvelé le test. Voilà. Et après, autre méthode de lutte, écraser quand j'en vois une, quoi. Voilà. Donc, je me sens un peu démuni par rapport à ce ravageur-là. J'ai aussi fait des nichoirs à huppe faciée, qui est un oiseau qui consomme particulièrement la courtilière. Bon, de fait, ça suffit pas à réguler pour l'instant le ravageur. Et c'est un ravageur qui est installé sur la ferme, qui est là et qui est présent de manière hétérogène, pas sur toutes les mêmes parcelles. Et donc, tout à l'heure, je disais que je faisais pas de rotation. C'est quelque chose que je vais prendre en compte au moment de l'implantation de mes cultures, c'est de dire que les parcelles les plus infestées de courtilières, je vais peut-être pas mettre les cultures les plus sensibles. Pour l'instant, j'ai l'impression que j'identifie 2-3 parcelles qui sont bien contaminées, mais pas forcément de déplacement, non. Je sais pas dans quelle mesure ça se... Ouais, je sais pas. Pour l'instant, il y a des parcelles où je n'observe pas de dégâts. Et pourtant, elles sont à quelques mètres ou quelques dizaines de mètres des parcelles où j'ai des dégâts depuis 3 ans. Quoi. Là, je pense à une parcelle en 2024 qui a été très touchée par la courtilière, où je pense qu'il y avait plus d'un quart des plantations qui étaient détruites sur salade fenouil. Le deuxième ravageur que je surveille le plus, c'est les rongeurs. Et dans les rongeurs, c'est les rats qui sont liés à la présence des poules pondeuses sur la ferme, que je dois surveiller. En fait, c'est un ravageur qui est assez simple à gérer, simple avec de la mort au rat, j'entends. Si c'est pris à temps et s'il y a une surveillance, voilà. Mais c'est clairement au démarrage de l'atelier, j'ai eu par négligence des gros dégâts. Sur les semis directs, notamment de fèves, par exemple. Et ensuite, les ravageurs spécifiques maraîchage, quand même, ceux que je surveille le plus, après, c'est pucerons et punaises. Punaises, essentiellement Neisseria viridula, mais aussi Ligus et Diabolique. Mais surtout, dans mon contexte de primeur, surtout Neisseria. Sur les pucerons, les méthodes de lutte, chez moi, elles sont diverses. Il y a une stratégie globale. L'idée, c'est de faire du préventif avec des plans de service pour attirer des auxiliaires. Donc, les plans de service, ça va être du calendula, de la lisson maritime, du bleuet, de la centaurée, pour attirer des cirfes, des aphidus, pour aussi permettre de maintenir les populations d'aphidus que je peux être amené à lâcher. Maintenir aussi du macrolophus qui peut consommer du puceron dans une proportion un peu plus faible, disons. Ça va être aussi faire du transfert actif de coccinelle par de la capture lâchée, donc sur la ferme, donc notamment dans les parcs de poules. Les parcs de poules génèrent de l'ortie, parce qu'elles ne consomment pas les orties. Les orties attirent les pucerons, qui attirent les coccinelles. Ça fait des foyers de coccinelles assez faciles à repérer. Donc en 5-10 minutes, on capture 50 coccinelles facilement. Coccinelles et larves de coccinelles, qu'on peut ensuite relâcher directement sur les foyers de pucerons. Et transfert actif de chrysopes aussi, avec des boîtes à chrysopes, des gîtes déplaçables. Donc un gîte qui est passé durant toute la période estivale jusqu'aux premières gelées incluses dans une haie, et ensuite qui est ramené dans les serres pour que les adultes ressortent de leur hibernation directement sur place. Ensuite, ça c'est quand tout se passe bien, on va dire. Le reste de la lutte puceron, c'est sur les premiers foyers, donc maintenant là, janvier, février,
Sur les fabacées, donc petits pois, fèves, ça va être parce qu'il n'y a pas, à mon avis, pas d'autre solution vraiment efficace. Ça va être produits phytosanitaires, donc ça va être huile essentielle d'orange douce, diluée à 0,5% en volume. Donc là, c'est un petit pulvé minimaliste, 1,5 litre, où c'est juste surfoyer, un petit coup de pchit sur les têtes de fèves, quoi. Et ensuite, ça va être du lâcher en dernier recours si ça suffit pas les plantes de service et les transferts actifs, et donc du lâcher souvent d'Aphidus. Souvent c'est, souvent, ça m'est arrivé 2 fois, hein. Donc ça va être au mois de mai quand il y a des foyers qui se régulent pas. Voilà. Donc ça c'est la stratégie sur puceron, qui est un peu donc différenciée, et sur punaise. Donc les dégâts chez moi, ça va être que sur concombre et haricots verts, parce qu'il n'y a pas d'aubergine, il n'y a pas de tomates. Donc les têtes de concombre qui sont piquées, qui fanent, les fruits qui sont déformés, les haricots verts aussi qui sont déformés. Et donc du coup, l'année dernière, donc là dans le cadre d'un défi ferme, on teste l'introduction de Trisulcus basalis, qui est donc un parasitoïde spécifique de la punaise. Enfin, spécifique de Neisara viridula, donc la punaise verte. Et donc les lâcher tous les 15 jours, ça coûte 80 balles le lâcher. Donc c'est pas des solutions très satisfaisantes économiquement. Du coup, on essaye de trouver des solutions pour espacer ces lâchers en maintenant les populations de Trisulcus hautes, en les nourrissant avec du pollen. Donc notamment, on a essayé du semis de sarrasin dans les cultures pour maintenir les populations de Trisulcus. Voilà, on n'a pas encore vraiment les retours, et c'est difficile de mesurer l'impact du sarrasin sur la possibilité d'espacer les lâchers. En tout cas, le Trisulcus a un effet clair sur la population de punaises, et donc sur les dégâts de punaises. Voilà. Après, comme c'est un ravageur qui est récent sur le territoire, on voit la pression qui augmente, et donc c'est pas si facile que ça de mesurer l'impact de nos méthodes de lutte dans un contexte qui n'est pas stable. Voilà. Mais clairement, j'ai moins de dégâts en utilisant Trisulcus qu'en n'utilisant pas Trisulcus. Ça, c'est clair. Plutôt, j'ai l'impression que j'ai plus trop de problèmes de puceron. L'année dernière, j'ai eu un problème sur une planche de haricots verts où ça a été mal géré. C'est-à-dire que j'ai du puceron, j'en ai partout, mais en fait en très faible quantité. Et donc ça se régule. Et après, la punaise, elle fait des dégâts de fond essentiellement, ça fait un peu de retard avec les piqûres sur tête de concombre, mais c'est 5%, quoi. Sur les rongeurs, l'utilisation de Mohora dans les bâtiments, notamment dans les bâtiments où il y a des poules, le fait d'améliorer la distribution de l'aliment des poules, ça contribue à baisser la pression. Et après, sur les autres rongeurs, j'ai rarement eu des grosses attaques de campagnols terrestres, campagnols des champs. J'en ai. Je fais un peu de piégeage, mais je pense que notamment la texture de sol est pas hyper favorable pour eux. C'est-à-dire qu'un sol trop sableux, les galeries, c'est plus compliqué. Des trucs un peu singuliers peut-être, c'est des astuces de culture en dérobé qui permettent chez moi de valoriser au mieux la surface de serre. Comme je le disais, j'ai 1000 m² de tunnel, et ces 1000 m² sont 100% dédiés à des cultures primeurs. J'ai pas de tomates à mettre dedans, et donc du coup j'ai beaucoup de cultures primeurs sous abri. Et donc je cherche entre le mois de janvier et le mois de juin à avoir le maximum de cultures qui s'enchaînent. Et donc j'arrive à en avoir 3, le plus souvent 2 ou 3. Donc un exemple de ça, c'est au 1er janvier, j'implante des radis sur une planche, et l'espacement entre les lignes n'est pas homogène pour laisser la place à 2 rangs de pommes de terre primeurs d'être plantées 15 jours, 3 semaines plus tard. C'est-à-dire que les pommes de terre sont implantées dans les radis en place. Et donc ça veut dire qu'entre le 15 février et le 15 mars, je vais récolter les radis au moment où les pommes de terre sont déjà sorties, et les pommes de terre vont venir prendre la place des radis. Une fois que les radis sont complètement récoltés, il y a un butage, un sarclage qui peut être réalisé,
Et l'irrigation est basculée de aspersion pour les radis à goutte pour la pomme de terre, pour limiter l'enherbement et les risques de mildiou. Donc les radis, il y a 8 rangs par planche, sur une planche d'1,10 m. Et du coup, les radis plus pommes de terre sont suffisamment couvrants pour qu'il y ait un peu d'enherbement à la fin du radis, mais que justement le butage autour du 1er mars permet de venir remettre tout à plat. Voilà. Et il reste du coup plus que les pommes de terre durant le mois de mars, on va dire. Et au 1er avril, au moment où les pommes de terre sont pas encore à plein développement végétatif, j'implante des plantes soit de concombres, soit de haricots verts entre les 2 rangs de pommes de terre, du haricot grimpant évidemment, et donc du coup qui vont réussir à se faufiler juste avant que la pomme de terre referme la canopée, quoi. Et donc du coup vont pouvoir grandir et faire leur cycle non productif pendant que la pomme de terre, elle, finit son cycle. Donc ça, c'est tout le mois d'avril. Et au 1er mai, je commence à récolter les pommes de terre durant le mois de mai. Et à partir de fin mai, début juin, je commence à récolter soit les concombres, soit les haricots verts. Et du coup, il y a comme ça un enchaînement qui se fait, qui me permet du coup de faire 3 cultures qui ont des cycles, notamment pommes de terre et haricots verts, pas si courts que ça, sur 6 mois. Voilà. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire, qui fonctionne bien, mais qui se joue. Tout à l'heure, on parlait de la pertinence de faire ces plans. Si j'achetais mes plans, je pourrais pas faire ça, parce que ça se joue à la semaine près, quoi. Voilà. Je dois réajuster en fonction du stade des pommes de terre au moment où je sème le haricot vert. Les cultures ne se gênent pas les unes les autres, donc c'est 3 rendements pleins. Le radis doit être 8 bottes par mètre carré quand ça se passe bien. Quand ça se passe mal, c'est parce qu'il y a la courtière ou un peu de mildiou, hein, mais quand ça se passe bien, c'est 8 bottes par mètre carré. La pomme de terre, quand ça se passe bien, c'est autour de 3 kilos, entre 2 et 3 kilos du mètre carré. Plutôt 2 que 3, plutôt 2 kilos du mètre carré sur la primeur. Et le haricot vert, j'en ai aucune idée. Je sais pas. Bon, c'est un haricot vert, quoi. Il produit quoi, comme un haricot vert. En fait, le haricot vert, il va être bloqué dans sa course au rendement par le 1er juillet, où je vais l'arracher. Mais sinon, il continuera à produire. Voilà. Parce que le 1er juillet, j'ai besoin de la place pour mettre les couverts végétaux. Donc, voilà. La carotte, je la réussis bien depuis 2-3 ans. Bien, dans le sens où la plupart du temps, j'ai un contre-exemple en tête, mais la plupart du temps, j'ai plus trop de problèmes de gestion de l'enherbement. Du coup, j'ai un couvert qui précède. Il est occulté. Ce couvert détruit par broyage, occultation. Et cette occultation, elle réalise un premier faux semis. Je fais un deuxième faux semis au thermique à la sortie de la bâche, d'ensilage. Et ensuite, je fais mon semis. Donc, je fais ce semis en 3 doubles rangs par planche. Donc, j'ai 6 rangs par planche. Ces doubles rangs, ils me permettent d'avoir un entre-double rang assez important, plutôt que de répartir de manière homogène mes 6 rangs sur ma planche. Je vais avoir 30 cm entre double rangs, et ce qui va me permettre de passer une culture courte, soit une salade, soit un radis, que je vais venir implanter, mon radis ou ma salade, après le désherbage thermique en post-semis prélevé. C'est-à-dire, je viens semer ma carotte, et puis la veille de la sortie des semences, des carottes, je viens brûler, et le même jour, je sème mon radis, par exemple. Voilà. Et du coup, ça me permet de gérer l'enherbement un peu entre rangs de carottes et d'avoir une production de radis supplémentaire. Alors, j'ai fait un itinéraire à la volée, mais que maintenant je fais plus. C'est vrai que je sais pas trop pourquoi je le fais plus. C'est juste que la carotte primeur, en fait, quand elle est semée très dense, en fait, on peut pas trop la désherber entre rangs. Donc, en fait, la pertinence de le semer au semoir et de faire des lignes, du coup, elle se perd. Et on est aussi bien à faire un semis à la volée. Donc du coup, ça m'est arrivé de faire du semi-statistique. Mais de fait, je le fais plus. Je sais pas. Parce que du coup, je peux pas trop associer du radis. C'est plus long. La récolte du radis est plus chiant. Enfin, le semis du radis est plus chiant. J'ai un semoir manuel, Ebra, classique, ouais. Un autre exemple d'itinéraire technique, peut-être, donc c'est sur de la courgette.
où en fait je vais avoir du radis en plein, semé sur les passe-pieds. Et je vais venir récolter mes premiers radis début mars et implanter mes courgettes au milieu des radis, donc au milieu d'un champ de radis, quoi. Et du coup, je vais récolter les rangs de radis progressivement les plus proches de la courgette. Et dès que le radis est terminé, je vais venir pour faire ma culture de courgettes sur bâche. Mes courgettes vont pas être plantées sur la toile tissée, les toiles tissées vont être sur le passe-pied de centre de planche à centre de planche. J'ai un seul rang de courgettes par planche, et donc mes toiles tissées vont aller d'un rang de courgettes au rang suivant, une fois que tous les radis vont être récoltés. Et du coup, ça me permet de faire ma culture de radis et ma culture de courgettes sans que ça gêne et sans avoir du tout de gestion de l'enherbement sur ma courgette, quoi. Voilà. Bon, c'est des astuces, mais ça me permet oui entre guillemets de dédoubler ou de détripler la surface de serre. Si j'ai pas fait le calcul, mais de savoir quelle est la surface déployée que je cultive sous serre sur un printemps, je pense que c'est plutôt 2000 m² ou 3000 m² que les 1000 m² que j'ai effectivement en place, quoi. Quand j'enchaîne plusieurs cultures à cycle court, donc typiquement du mesclin, de la salade, du radis, des choses comme ça, des épinards, la question de la fertilité, elle peut finir par se poser. Sur la ferme, j'ai jamais utilisé d'engrais achetés, etc. Et donc du coup, moi je me pose la question plus de manière théorique. Je me dis quand même, est-ce que je suis pas en train de tout pomper, et pour ma troisième culture, est-ce qu'il va rester quelque chose? Et donc ce qui m'arrive de faire, c'est au moment d'implanter ma troisième culture, de mettre un peu de fiente de poule, comme j'en ai à gogo. Mais j'ai jamais fait l'effort de faire un test nitrate pour voir si c'était pertinent ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on est quand même à une période de l'année où où les sols sont encore froids, où la minéralisation n'est pas complètement relancée. Et donc, la fertilité, elle repose à cette période de l'année essentiellement sur la minéralisation primaire de la matière organique. C'est pas la minéralisation de l'humus. Je peux pas trop compter dessus. Parce que le sol est trop froid, quoi. Voilà. Donc du coup, je pense que c'est essentiel. Les nutriments qui sont disponibles, l'azote qui est disponible à ce moment-là, c'est soit des reliquats, soit la décomposition de mon couvert qui a précédé ces cultures-là, qui est en train de se dégrader, de libérer de ces nutriments. Je crois pas que ce soit la minéralisation tant que ça de l'humus stable, qui pour le coup, lui, doit fournir en fertilité les couverts végétaux qui poussent. Et donc c'est les couverts végétaux qui entretiennent la matière organique, qui elle-même, en se minéralisant, libère les éléments nutritifs pour les couverts végétaux. À mon avis, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Donc là, on est le 7 janvier. En fait, à la fin de ma saison, au 1er juillet, je sème un couvert sur toute la surface de la ferme qui inclut, c'est un couvert de sorgho et de sarrasin. Le sorgho, il est à 25 kg/hectare et le sarrasin, il est à 30 kg/hectare. L'intérêt d'allier ces deux-là, c'est que ils sont très complémentaires pour moi. Le sorgho, c'est une plante en C4, elle produit beaucoup de carbone, elle résiste à la fauche, il valorise bien les températures. Par contre, il est pas mellifère. Enfin, il a un système racinaire très puissant aussi. Par contre, il est pas mellifère. Comme c'est une monocotylédone, il est très peu couvrant au début. Et du coup, le fait de lui associer le sarrasin, qui lui est hyper couvrant au début avec des très gros cotylédons et qui démarre vite et qui fleurit rapidement, mais qui résiste pas à la fauche et qui fait très peu de biomasse, qui a un système racinaire assez faible, bah du coup c'est très complémentaire. C'est-à-dire qu'au démarrage, j'ai tout qui lève et c'est le sarrasin qui gère la couverture et donc le couvert est propre. Au bout d'un mois et demi à peu près, le sarrasin est en fleur et là on fait un premier broyage assez haut, dans l'idéal 15 de haut. Et du coup le sarrasin il meurt de ça, lui il repart pas. Et du coup, le sorgho qui est en place, pour le coup, lui, il repart plus vite que toutes les adventices qui pourraient germer. Et du coup, ensuite, on va faire 1, 2, 3 coupes successives sur le sorgho. L'objectif de ces coupes-là, ça va être d'éventuellement gérer de l'enherbement qui serait résiduel, mais aussi d'abaisser le C/N des matières pour les maintenir à un niveau qui soit assez digestible, qui corresponde aussi
à nos objectifs agronomiques. Donc moi ici, un C sur N de 25, ça me va bien. Donc du coup, ça veut dire que je le broie entre 1 mètre et 1 mètre 50, dans l'idéal. Ça permet aussi de faciliter les opérations de broyage avec un motoculteur et un broyeur. C'est pas non plus, voilà. Avant, je les laissais aller plutôt à 2 mètres, un peu plus de 2 mètres, et je le broyais que 2 fois. Donc là, je vais le broyer dans mes opérations, dans mon travail que je vais avoir 1 à 2 jours par mois à faire. Ça va être de venir broyer ces couverts, une fois au mois de juillet, une fois au mois d'août, une fois au mois de septembre. Et arrivé en bout de course, le sorgho, lui, bah là, il y en a encore, on est au mois de janvier. Mais ça, c'est des tiges de sorgho, hein, qui est cramé avec le gel. On voit qu'il n'a pas été détruit, enfoui, retourné. En bout de course, lui, à partir du mois de septembre, il va commencer à ralentir beaucoup sa vitesse de croissance parce qu'on n'est plus dans sa plage de température optimale. Et du coup, là, je fais un broyage au début septembre, assez ras. Donc le sorgho, il va pas trop aimer quand même, mais il va quand même repartir. Et dedans, juste avant de broyer, j'ai semé mon couvert d'automne. Alors mon couvert d'automne, ça peut être des brassicacées style moutarde, radis, daikon, de la facélie. Et là, j'ai mis cette année plus de seigle. En fait, le seigle, il est un petit peu tôt par rapport à sa plage idéale. Mais moi, j'ai l'impératif que la biomasse, elle soit produite avant l'hiver pour couvrir le sol, protéger les sols durant l'hiver et du coup, la détruire très tôt au printemps. Donc là, il y a le 7 janvier, il y a l'essentiel des parcelles qui sont déjà détruites, voire déjà en partie réimplantées. Et il me reste quelques parcelles à détruire là en janvier ou en février pour les implantations du mois de mars et avril. Et donc ce couvert-là d'automne, il va germer avec pas mal d'arrosage dans le sorgho vivant. Les deux vont repousser et on voit les pousses de sorgho. Donc ça, c'est une pousse de sorgho qui s'est faite. Donc ça a dû être broyé vers ici, à peu près. Et ça s'est fait entre le 10 septembre et la première gelée, quoi. Et donc, le sorgho pousse, au début repart vite, mais il y a le couvert d'automne à bas bruit. Et puis, plus les températures diminuent, plus le sorgho stagne et le couvert d'automne prend le relais. Et au final, du coup, quand je viens le détruire, donc là, par exemple, ça, je vais le broyer dans les 2-3 semaines qui viennent. Je vais le broyer à ras, je vais l'occulter. Donc, on va aller voir, on peut aller voir l'occultation, broyer, occulter pendant 6 semaines à peu près. Et à la sortie de l'occultation, pareil, on va voir ce que ça donne. Du coup, un coup de herse rotative très en surface et on a un sol qui est prêt à être semé en direct. Donc, sur le semis découvert, sorgho sarrasin, donc sorgho 25 kg hectare, sarrasin 30 kg hectare, tout ça c'est des petites graines aussi qui sont choisies pour pouvoir être semées à la volée. Pour pas passer son temps au semoir à la main, j'ai pas de semoir à céréales. Éventuellement je peux utiliser un semoir un semoir d'engrais là, mais sinon à la volée ça marche très bien. Et ensuite, après le semis, c'est rouler, enfin un coup de RC-tri manuel pour enfouir légèrement les graines, un coup de rouleau et arrosage. Le semis d'automne, pareil, pourquoi que des petites graines. Donc si je voulais mettre une fabacée là-dedans, je mettrais de la vesse ou voilà, vraiment du fenugrec ou des choses à petites graines pour pouvoir être semé à la volée. Et ensuite, pas de roulage parce qu'il y a le sorgho, pas de rien en fait, juste de l'arrosage. Et du coup, l'intérêt de semer avant le broyage du sorgho pour le couvert d'automne, c'est que ça soit le sorgho qui recouvre le sorgho broyé qui vient recouvrir la graine du semis d'automne et qui lui permet de germer dans des conditions où il peut faire encore chaud, quoi. Je n'ai pas trouvé d'espèce candidate qui me permettrait d'être optimale tant en plein été que à l'automne ou en hiver. Parce que je crois qu'il n'y a pas plus performant que les plantes en C4 en plein été pour faire de la biomasse. Et là, on avait fait des relevés il y a 2 ans. C'était 20 tonnes de matière sèche hectare pour le sorgho, sarrasin. Et je crois que c'était une dizaine de tonnes pour les couverts d'automne. Donc entre septembre et janvier. Donc ici c'est un couvert qui est bien en dessous, à mon avis, parce qu'il va produire moins de biomasse que le radis, le seigle.
Mais du coup, j'ai quand même besoin. Si je mettais qu'un sorgho, je pourrais, enfin, les céréaliers, en fait, ils mettent un sorgho en fin de printemps et ils le laissent tout l'hiver. Ça couvre le sol. Mais en fait, le sorgho, là, il produit rien comme biomasse. Donc c'est ça pour moi l'enjeu, c'est de continuer à produire dans des conditions qui sont changeantes. Moi, je suis convaincu qu'avec et de fait avec le petit recul que j'ai, le taux de matière organique, il va pas baisser drastiquement avec 6 mois de couvert. Enfin, même si j'exporte beaucoup de légumes au printemps, quoi. Les couverts sont tout le temps irrigués parce que j'ai de l'eau à volonté et que c'est un facteur limitant sinon de la production. Entre 3 et 5 mm par jour. Et le seigle, pour moi, il n'est pas vraiment dans sa bonne fenêtre de tir parce que il serait mieux semer au mois d'octobre ou de novembre et puis laisser au mois d'avril. A priori, les graminées, elles font leur biomasse après l'hiver, pas avant. Contrairement aux brassicacées. Donc avant, jusqu'à l'année dernière, mes couverts, ils étaient composés de radis et de facélie. Et ça fonctionnait très bien. C'était beaucoup plus couvrant. Là, il est presque un peu effondré. On voit le seigle, il est monté assez haut avant l'hiver et du coup, il a pris un peu le froid et il est un peu retombé. Néanmoins, on dit radis structurator, ça structure les sols, tout ça. C'est une seule grosse racine. Pour moi, on fait pas mieux qu'une graminée pour structurer les sols. Et puis, en plus de ça, la matière organique qui est générée, elle va être beaucoup plus rapidement décomposée si c'est un système racinaire fasciculé. Et donc, du coup, ça va moins m'emmerder, en fait. La racine de radis, je vais la retrouver longtemps, en fait, dans les sols. Et donc, du coup, pour faire un semis direct, je vais buter dedans, etc. Donc, l'idée, là, c'est d'essayer de s'affranchir un petit peu du radis pour produire de la biomasse. Et le problème de la moutarde, c'est qu'elle fait des céssurènes trop élevées. Plutôt 35-40 pour la biomasse aérienne. Et du coup, ça peut générer des fins d'azote au moment de la destruction. Voilà. Donc peut-être l'année prochaine, je ferai un mélange seigle-moutarde pour produire un peu plus de biomasse. Et je détruirai la moutarde un peu plus tôt. Voilà. En tout cas, pour le couvert d'été, j'ai trouvé mon mélange, je bougerai plus. Enfin, c'est vraiment pour moi optimal par rapport à mes conditions et à mes objectifs. Couvert d'automne, je pensais avoir trouvé avec radis, facélie, et puis je me dis finalement que j'ai quand même un axe de progression, c'est essayer de moins être embêté avec la matière avec le radis. Qui, de fait, un radis sous une bâche pendant 6 semaines, il a encore assez de jus pour repartir après. Il est pas complètement mort, quoi. Donc ça me demande un peu. Après, ça me fonctionne très bien, hein, mais ça me demande un peu de gestion de les virer ou de les écarter Voilà. Et puis je pense que je vais encore améliorer ma structure du sol avec la graminée, quoi, qui va mieux me tenir mon sol. Voilà. Pas de légumineuses du coup. Bon, les légumineuses, pour moi, il n'y a pas trop d'intérêt, ça couvre pas trop. Ça a un système racinaire assez faiblard. Le seul intérêt pour moi, c'est l'azote, mais j'ai trop d'azote. Je manque pas d'azote, donc je vois pas l'intérêt de la légumineuse. Enfin, l'autre intérêt de la légumineuse, c'est de pouvoir pousser en conditions froides. Mais moi, comme je cherche à remplacer mon sorgho au mois de septembre pour faire quand même de la biomasse, pour que les sols soient couverts bien en hiver, du coup ma légumineuse, la fève, le pois, la veste, tout ça, ça serait pas trop valoriser leurs compétences à pousser par temps froid, quoi, à germer par temps froid. Donc, de fait, les fois où j'en mettais, elles s'exprimaient peu en fait, parce qu'elles n'avaient pas leur avantage concurrentiel de autonomie en azote. Donc là par exemple, ça c'est un couvert de sorgho qui a été enchaîné avec le couvert d'automne seigle radis là. Ça a été broyé, bâché, et là je viens de passer la herse rotative avant de semer. Donc j'ai semé sous une partie du P17, là il y a des radis. Et donc là, c'est prêt à être semé. Donc ici, ça sera du radis. Donc on voit le niveau de décomposition. Le sol il reste de la matière, mais c'est suffisamment affiné là pour passer mon semoir de mon semoir et bras sans trop bourrer. Et du coup là, on voit encore les tiges de sorgho, elles y sont, mais elles sont suffisamment fragmentées, suffisamment décomposées. Et donc là, il y a eu un travail de sol de 3-5 cm, quoi. On voit les tiges de sorgho là sur le côté qui n'ont pas été prises au broyeur. Voilà, donc ça c'est un autre stade. Et le stade d'avant, c'est le stade broyé bâché.
Donc j'en ai bâché un il y a une semaine. C'est celui-là. Donc là, c'est occulté. C'est parti pour être occulté du 1er janvier au moins au 15 février. Donc là, on voit celui là-bas qu'on a vu de couvert, il était pas très beau. Celui-là, il était plus haut, il était plus joli quand même. On voit qu'il y a quand même pas mal de matière. On retrouve ici nos radis daikon, hop, qui ont été donc broyés par le broyeur au ras du sol. Et tout le reste là, c'est de la matière c'est le seigle, quoi. Voilà. Donc là, ça fait quand même pas mal de matière encore. Mais c'est de la matière très digeste. C'est surène autour de 20, quoi. Hein, là. Donc c'est-à-dire, dans 1 mois et demi, 2 mois, les nutriments de mon couvert, là, ils sont disponibles pour mes légumes, quoi. Donc quand je vais les planter, ils auront rapidement de la bouffe, de la minéralisation primaire, quoi. Premier schéma de destruction, c'est broyage, occultation, débâchage, herse rotative. Deuxième schéma de destruction, c'est passage de poules 10-15 jours. Donc là, c'est 120 poules sur une parcelle entre 200 et 500 mètres carrés. Sans broyer, sans rien. On voit les couverts d'automne, ils sont pas très hauts, ils sont comme ça. Donc les poules, on les voit, elles sautent, elles vont choper le haut. Donc là, ce qu'elles font, elles, c'est que elles consomment du grain dans tous les cas. Mais du coup, elles abaissent le C/N de la matière qu'elles mangent. Donc elles le font brosser de 25 à 10, quoi. Donc elles accélèrent le processus de minéralisation. Et en plus de ça, elles rapportent un petit peu de matière parce que comme elles mangent du grain qui est plein d'azote, bah du coup leur déjection reste sur place. Donc ça c'est 10-15 jours. Et ensuite, par contre, je suis obligé de refaire une occultation parce que les poules, elles vont pas être assez costauds pour aller tuer mon couvert. Et donc du coup, je vais avoir toujours mes 6 semaines d'occultation. Et à la sortie des 6 semaines d'occultation, un passage de herse rotative. Du coup, le passage des poules, avantage, je diminue la quantité de matière, j'abaisse le C/N et je régule un certain nombre de ravageurs. Les cloportes, enfin tous les... Voilà. Bon, les vers de terre aussi ils dégagent. Hein. Mais voilà. Inconvénient, je peux amener d'autres ravageurs, genre les rats, et j'allonge un petit peu la durée de la phase de destruction de mon couvert. Je rajoute les 2 semaines où je laisse les poules. Et donc du coup, c'est plutôt adapté pour les dernières parcelles que je vais mettre en culture que pour les premières où je vais essayer de comprimer le cycle. Voilà. Donc là, ça va être cette année, souvent il y a une année, l'année dernière c'était ici où les poules étaient, là elles vont être là. Alors sur la ferme, il y a très peu de pertes liées à la commercialisation. Comme j'ai beaucoup de réseaux commerciaux, enfin de créneaux de vente dans la semaine, comme je suis beaucoup en lien avec plusieurs collègues, ça permet de se refiler les excédents, etc. de production. Donc c'est rare que je perde de la production. Enfin, ça se compte en quelques centaines d'euros quoi par an, c'est ridicule. Les pertes par ravageur, quand même, c'est un peu supérieur à quelques centaines d'euros, mais je pense que mon système il est assez optimisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à gagner sur valoriser mieux les productions ou moins les perdre. Après, je pense que ma production elle est aussi vendue à un prix qui est assez haut. Je pense que je suis plutôt dans la fourchette haute dans les prix de vente par rapport aux collègues. Clairement, aujourd'hui, il y a une tension forte. Enfin, je sens que le système est assez équilibré parce que à des moments, ça va être la commercialisation qui va être un peu limitant et je vais galérer et passer plus de temps. Je vais pas perdre de la production, mais je vais passer beaucoup plus de temps à essayer de refourguer les légumes que j'ai produits. Et 2 semaines après, ça va être la production qui va manquer un peu. Donc ça veut dire que les deux se tirent un peu la bourre et que le système est assez équilibré, quoi. Il y a pas clairement, j'ai pas un problème de commercialisation structurelle ou un problème de production structurelle. Donc je pense pas qu'il y ait d'autres choses qui soient. Après c'est le temps de travail. Hein. Si je travaille plus, je gagne plus, hein, ça c'est sûr. Donc le chiffre d'affaires, donc il y a un petit tableau là qui permet de suivre l'évolution du chiffre d'affaires de 2015 à 2022, puis à l'oral en 2023-2024.
Donc première année, chiffre d'affaires autour de 4 000 euros, donc vraiment ridicule. 4 ans plus tard, on est à 20 000 euros de chiffre d'affaires. On a atteint à peu près ce qui me permettait à l'époque d'avoir 1 000 euros par mois, ce qui était quasiment l'état du SMIC. Parce que j'avais quelques milliers d'euros de charges, j'étais cotisant solidaire, avec un crédit d'impôt en plus. Voilà, ça permettait d'avoir... Parce que j'avais très peu de charges, pas de charges de mécanisation, pas de remboursement d'emprunt, etc. Et ensuite, le chiffre d'affaires, il continue à augmenter. 2020, année Covid, dont je parlais tout à l'heure, chiffre d'affaires 47 000 euros. Et donc là, on voit qu'en fait, c'est à peu près 2 fois le chiffre d'affaires dont j'ai besoin pour faire mon SMIC. Et donc en 2021, où je travaille 6 mois de l'année, le chiffre d'affaires, il est de 23 000 euros. Et donc on est retombé sur les bases de ce qui me permet d'avoir mon revenu annuel. 2022, ça a réaugmenté un petit peu, toujours en travaillant 6 mois, on est à 25 000 euros de chiffre d'affaires. Et 2023, 26 000. 2024, 36 000. Donc en fait, on remonte, le chiffre d'affaires continue à réaugmenter. Là, c'est sur la production légumes, hein. Il n'y a pas les œufs dedans. La vraie bascule économique, elle se fait pour moi en 2019, c'est-à-dire un an avant, mais ça se voit pas au niveau des chiffres. Parce que au début 2019, j'ai fini pour moi de construire mon outil de production. C'est-à-dire, j'ai ma surface de serre, j'ai 200 mètres carrés de bâtiment, enfin j'ai reconstruit un bâtiment, donc j'ai la place d'avoir tout bien au bon endroit. Et ça, c'est pas mesurable, mais en fait, pas passer du temps à chercher les outils, travailler dans des bonnes conditions, ça fait quelque chose qui est non palpable, mais à la fin de l'année, ça fait un gros boom. Seulement en 2019, j'ai prêté 1000 mètres carrés à un ancien stagiaire qui a fait une saison sur 1000 mètres carrés. Donc du coup, j'ai baissé ma surface pour finir de construire cet outil de production. Et sur du coup 1000 mètres carrés de moins, du coup, j'ai fait le même chiffre d'affaires que l'année d'avant. Donc en fait, c'est là où on voit que oui, la qualité de l'outil de production, il m'a amené de la rentabilité. Et donc en 2020, quand j'arrive où je fais une saison entière sur toute la surface avec un outil de travail performant et sur une année Covid, du coup oui, là on voit que les chiffres ils doublent. Mais clairement pour moi c'est le fait d'avoir fait le choix de m'installer progressivement parce que j'avais pas les compétences, parce que j'avais pas les sous. Au démarrage, je me suis installé avec 20 000 euros en poche, donc c'était tout petit. Ça a fait que mon chiffre d'affaires il est monté progressivement et que oui, en fait, quelqu'un qui pose 100 000 euros sur la table pour s'installer, il va pouvoir sortir un chiffre d'affaires beaucoup plus important dès le début, c'est sûr, quoi. Donc moi, c'est ça c'est le fait de finir de construire mon outil de travail qui a permis d'augmenter fort le chiffre d'affaires. Et donc du coup, qui m'a permis au final de travailler moins pour gagner autant, quoi. Et du coup, ça continue à augmenter. Les charges ont aussi augmenté depuis 2022, notamment parce que je suis passé agriculteur à titre principal. Au bout de 10 ans d'installation, je me suis dit que j'avais plus à investir. Et donc, ça me permettait de faire un dossier DJA très simple, et donc de le faire moi-même. Donc, j'ai été chercher à DJA, mais ça a augmenté. Je paye 3 000 euros ou 4 000 euros de charges sociales par an. Mais en tout cas, c'est un truc qui m'a posé un petit peu question quand j'ai fait le bilan là de 2024, c'est que mon chiffre d'affaires il a augmenté suffisamment pour que je me pose la question de qu'est-ce que je pourrais retirer comme travail et perdre un peu de chiffre d'affaires pour revenir autour des 25 000 euros qui me suffisent. Et donc il y a quelques cultures que j'ai enlevées pour la suite parce qu'elles me gonflent ou parce qu'elles sont plus difficiles à réussir. Voilà. Alors les principaux postes de charge aujourd'hui, c'est les charges sociales. En 1. En 2, ça va être la production de plants. Semences et plants, c'est autour de 5% de mon chiffre d'affaires. Donc 5% de 30 000, ça va faire 1500 balles. Non, ça fait pas 1500 balles. Si, ça fait 1500 balles. Dans ces 1500 euros, il y a 1000 euros de semences, 500 euros de terreau, à la louche. Et après, un autre poste de dépense important, c'est la dotation pour amortissement, donc l'amortissement du matériel qui est déjà en place, qui n'est pas vraiment un décaissement, disons, mais qui dégrève le résultat économique de la ferme. Les autres charges vont être assez minimes, en fait. Je paye pas l'eau, l'électricité, je paye pas.
ou très très peu parce que la ferme est autonome en électricité avec des panneaux solaires qui permettent de couvrir les besoins nappe chauffante, irrigation, transport des légumes avec des véhicules électriques. Donc tout ça c'est couvert et ça fait mine de rien. Et les panneaux solaires sont amortis parce qu'ils ont été posés, parce que c'est moi qui les ai posés, donc ça s'amortit très vite. Donc ça, je consomme l'équivalent de 1500 à 2000 euros d'électricité par an et j'en paye 0. Et donc du coup c'est une charge en moins. Donc c'est un mois de salaire en fait. Et donc les autres petites charges qu'il y a, ça va être quoi? Ça va être de l'achat de petits matériels, de la casse d'un truc, le bâchage d'une serre, enfin, des choses comme ça, mais c'est des petits postes quoi. Donc du coup on reste sur quelques milliers d'euros de charges par an en fait, autour de 10 000 on va dire. Et donc du coup oui, enfin du coup il n'y a pas besoin d'un gros chiffre d'affaires quoi. C'est ça la conclusion du truc quoi. Pour moi il y a plusieurs indicateurs qui sont intéressants. Il y a le chiffre d'affaires au mètre carré, il y a le chiffre d'affaires à l'heure de travail. Et donc les deux sont un peu parfois liés, parfois non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur les légumes les plus rentables, mon objectif, c'est d'en avoir toujours presque un peu de trop. Et donc de galérer voilà. Et donc ces légumes-là, ça va être les salades, les courgettes, les concombres, les blettes, les radis, les oignons bottes. Voilà. Et après, à l'opposé, les légumes qui vont être peut-être les plus, pas forcément les moins rentables, mais les plus casse-gueule, les plus difficiles à réaliser, à réussir, ça va être les carottes bottes. Pas tant que ça en fait. Les choux raves. Pardon, il faut que je me balade dans ma tête, dans mes champs pour savoir quels sont les légumes les moins rentables. Ah si, les asperges et les fraises, très rentables aussi. Ce qui est sûr, c'est que mon temps de travail, il varie de 35 heures par semaine en janvier à 45 heures bien tassées au mois de mars-avril. Et que mon revenu, du coup, il est de l'ordre de entre 1500 et 2000 euros sur 12 mois et que je travaille sur 6 mois. Donc avec ça, on doit pouvoir faire un produit en croix et savoir combien je gagne à l'heure, tu vois, mais enfin, c'est sûr que à mon avis, c'est difficile de battre, genre la blette, par exemple, à l'heure de travail. Je vois pas comment battre la blette parce qu'on va pouvoir faire quelques centaines de bottes à l'heure et que ça se vend bien. Mais le plus difficile, c'est de la vendre. Donc, pour revenir aux légumes les moins rentables, le navet bottes, le chou rave, la betterave, la carotte. Globalement, pour moi, un légume qui est pas très rentable, c'est un légume que je réussis pas très bien. C'est ça que ça veut dire. Et que, en fait, quand le légume est réussi, en fait, il est toujours très rentable. Donc, pour moi, c'est ça, la marge de progression, c'est de progresser sur les itinéraires techniques, progresser sur la gestion des ravageurs, de l'enherbement, y passer moins de temps. Voilà, c'est ça, pour moi, la marge de progression sur ma ferme. Moi, ça fait 10 ans que je suis maraîcher, je suis très heureux de mon métier, je suis très épanoui, je me sens... Un des objectifs de devenir paysan, c'était de m'émanciper un peu d'un travail qui peut être aliénant, salarié, etc. D'avoir la maîtrise sur ma vie, tout ça. Ça, c'est complètement réussi, check. Et notamment, pour moi, si ça a été une réussite, les facteurs de réussite de ces objectifs-là, c'est le fait de l'avoir fait à la fois sur une entreprise individuelle, mais intégré à un collectif. Je disais au début de l'entretien, le fait d'avoir des collègues maraîchers, des collègues paysans boulangers autour, ça fait que ça me permet d'avoir les avantages d'être à son compte sans les inconvénients, d'avoir de l'entraide, de la solidarité et de pouvoir faire ses choix, voilà, de choisir soi-même son orientation. Donc c'est vraiment pour moi l'idéal. Je me voyais pas m'installer seul parce que j'avais peur de l'isolement, et pour moi c'est une grosse réussite là-dessus. Je suis paysan et je suis jamais isolé. Après sur le côté fatigue physique, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui, 10 ans plus tard, que ça a pu l'être les 2-3 premières années.
où en fait, il faut trouver ses gestes, ses postures. Il faut que son corps aussi s'adapte à ce qu'on lui demande. Et que oui, en fait, je me souviens en année 2, en année 3, j'avais régulièrement mal au dos et tout ça, et je me disais, mais le choix que j'ai fait là de pas être mécanisé, de travailler beaucoup à la main, tout seul, tout ça, est-ce que vraiment je vais le tenir quand j'aurai 40 ans? Et en fait, j'ai passé un peu cette digue-là, et maintenant, en fait, je pense que mon travail, il est assez ergonomique, et surtout, il est pas dangereux. Moi, je risque de me planter un croc dans le pied, quoi. Je ne risque pas de me faire écraser par un tracteur ou broyer par un broyeur. Et pour moi, ça a son importance, en fait, la dangerosité du métier. Voilà. Donc maintenant, là, je viens de reprendre le travail il y a une semaine. Pendant 10 jours, 15 jours, j'ai des courbatures. Je sens que, voilà, il faut que je me dérouille. Et puis après, ça va tout seul. Donc au niveau fatigue physique, c'est cool aussi. Et après, je pense le plus lourd, à mon avis, c'est la charge mentale à la période de l'année où il faut faire des choix, faut prioriser son travail. Et ça, c'est pas facile. Quand on travaille beaucoup à une période de l'année et qu'il faut être lucide pour faire les bons choix, c'est des moments qui sont pas évidents. Et je crois que la respiration que j'ai trouvée de travailler 6 mois et respirer 6 mois, ça me permet de me projeter à long terme en étant maraîcher. Parce que en fait, moi, je comprends pas trop comment c'est possible de tenir toute une vie comme ça sans. Je vois il y a des paysans qui s'arrêtent jamais en fait. Dès que la saison est finie, il faut préparer celle d'après, etc. Toute l'année. Enfin, après, il y a le quotidien nous forge. Et donc, des fois, on se pose pas la question de nos conditions quand on est dedans. Mais moi, en tout cas, avoir cette respiration aujourd'hui, c'est indispensable au fait que je trouve toujours du plaisir et que je fasse du maraîchage par envie et pas juste parce que je l'ai fait la saison d'avant. Voilà. Et donc je repars là avec sur la nouvelle saison 2025, plein d'envie en fait. Enfin, moi, j'ai l'impression de m'être installé au début de la vague des maraîchers, du boom, d'avoir fait partie un peu du début de cette vague-là. Donc, je suis arrivé dans un paysage agricole où il n'y avait pas de maraîchers bio à 20 km à la ronde. Et maintenant, rien que sur la commune, on est 4. Et du coup, ça, c'est chouette. J'ai l'impression que parce que j'ai fait partie du début de la vague, j'ai pu et je peux participer un peu à aider les gens à s'installer en accueillant des personnes en formation, en filant des coups de main, des conseils, des conneries que j'ai faites pour pas que ça soit reproduit. Donc ça, c'est satisfaisant aussi. Et après, sur les fermes autour, j'ai l'impression que l'approche agronomique un peu que j'ai d'essayer de pas trop travailler le sol, d'utiliser beaucoup de couverts végétaux, de la recherche d'autonomie sur la fertilité, ça ouvre un peu le champ des possibles pour des fermes alentours. Ça montre que ça peut marcher, que c'est pas forcément facile, que c'est pas la seule manière de faire, mais que ça aussi ça marche. Et je pense que c'est pour ça aussi que je suis content que économiquement ça roule et que j'y passe pas toute ma vie, parce que je peux dire ouais, en fait on n'est pas obligé de mécaniser comme un dingue, on n'est pas obligé de faire reposer tout sur des engrais bouchons, et on a un résultat où économiquement ça tourne quoi, et on peut regarder les chiffres et on peut être fier de ça. Et du coup en fait derrière, après chacun fait son choix, mais en tout cas on peut pas dire ça marche pas, c'est pour des illuminés ou ça repose sur des artifices. Non, en fait, au bout de 10 ans, en fait, une ferme maraîchère qui fonctionne 10 ans et qui permet de se tirer un revenu correct, en fait, il y en a même pas tant que ça, en fait. Donc, du coup, moi, je crois que ça convainc. Après, il faut pas non plus faire du prosélytisme. Moi, je vois les limites du modèle faiblement mécanisé, sur petite surface, en entreprise individuelle. Enfin, il y en a plein des limites, on n'en a pas parlé, mais il y en a plein. Et du coup, je respecte et j'apprends de mes collègues qui sont mécanisés avec du salariat, etc., etc. Et il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, je crois que on arrive aussi à une forme de maturité du réseau des maraîchers localement là, où au début c'était les uns contre les autres et on cherchait à savoir qui c'est qui avait raison.
Et puis maintenant, en fait, on voit que on est tous en train de s'hybrider, en fait. Ceux qui juraient que par l'engrais bouchon et l'enfouisseur de pierre, eh ben, ils font des couverts végétaux. Et puis, bah, moi, j'ai acheté un petit motoculteur et je suis content de passer une herse rotative avant de semer mes carottes. Et du coup, moi, je crois qu'on va vers le vrai, quoi, quand on sort un peu du dogme, enfin, un peu de la vérité, quoi. Pour moi, le schéma que j'ai là, il est méga reproductible. Et c'est un truc qui me tenait à cœur. Justement, il est méga reproductible parce que dans un contexte où l'énergie va se raréfier et se raréfie déjà, ben on n'est pas trop dépendant de l'énergie. Dans un contexte où c'est pas facile d'avoir accès à du capital et à du foncier, ben en fait, avoir mon modèle, mon système, il permet de s'installer avec peu de foncier, peu de capitaux initial. Il permet de s'insérer c'est quand même des petits volumes de production, donc ça permet de s'insérer dans des brèches, dans des niches commerciales. Donc moi je crois vraiment que c'est très reproductible. Les gros facteurs qu'il faut avoir en tête quand même, qui expliquent aussi la réussite de ma ferme, c'est que c'est pas une installation tout seul, perdue au fond des bois. Elle est intégrée dans son territoire, elle est intégrée avec d'autres paysans sur le lieu, et ça c'est pas négligeable, voilà. Et puis un autre truc quand même, c'est moi j'ai beaucoup investi de temps et d'énergie sur ma propre formation, et je crois qu'il faut l'avoir en tête, s'installer après un BPREA et se dire que ça va marcher et qu'on sait tout, en fait ça marche pas. Il faut continuer à se former, il faut investir en fait dans soi-même et dans ses compétences, parce qu'on gagne beaucoup de temps à faire ça. Et après il faut écouter tous les conseils et prendre tous les conseils et n'en écouter aucun, quoi. Enfin, moi je sais que j'ai eu des sons de cloche tellement différents. J'ai l'impression que dans le maraîchage, parce que ça a été en vogue depuis 10 ans, il y a beaucoup de gourous, il y a beaucoup de gens qui ont des recettes toutes faites, de solutions miracles, et que ça, il faut bien faire gaffe de s'en garder. Un autre truc que je ferais différemment si je devais faire, c'est j'ai 1000 m² de tunnel répartis en 4 tunnels. C'est nul. Il vaut mieux avoir un seul tunnel, grand, même s'il y a des inconvénients. Ça, c'est un des trucs que je ferais différemment. Mais c'est le compromis de pas faire d'emprunt, en fait, parce que j'ai pas installé 1000 m² dès le début. Mais clairement, aujourd'hui, c'est un truc qui m'augmente mon temps de travail de dingue, quoi. Moi, je voulais pas utiliser d'énergie fossile. Ou le moins possible. Et en fait, les énergies fossiles, elles sont pas que dans le gasoil du tracteur, elles sont aussi dans les bâches de serre, dans les toiles tissées, dans les bâches d'ensilage, dans les tuyaux de goutte à goutte. Elles sont dans le gasoil que les clients mettent pour venir à la vente à la ferme. Elles sont dans le gasoil qu'on peut mettre dans une bagnole pour aller livrer la Biocoop, etc. Donc en fait, elle est aussi dans l'énergie grise qu'on met dans nos bâtiments. Enfin, elle est partout, en fait, la consommation d'énergie fossile. Et du coup, je crois qu'au début, l'erreur que j'ai faite, c'est que avec cette ambition-là d'être le plus écologique possible, j'ai perdu de vue qu'il y avait des ordres de grandeur, il y avait des priorités, et que c'était pas les 20 litres de gasoil que je mettais dans mon motoculteur qui changeaient vraiment la donne sur la performance écologique de mon modèle. J'ai pris conscience au fur et à mesure que prendre soin de mon écosystème sol, stocker du carbone dans le sol, c'était une manière assez pertinente pour un agriculteur de lutter contre le changement climatique, que là il y avait faudrait faire des calculs d'ordre de grandeur, mais quand on monte comme ça là de 5 ou 10 points le taux de matière organique d'un sol, le nombre de dizaines de tonnes de carbone qu'on stocke, ça compense pour des centaines d'années la consommation d'un petit motoculteur. Et donc du coup, il faut mettre les effets. Et donc si l'utilisation d'un motoculteur, ça nous permet de broyer des couverts plus facilement, et donc de stocker plus de carbone ou d'utiliser moins d'engrais, en fait, c'est là où c'est pas facile, c'est que la réponse écologique, elle est pas simple, en fait. C'est pas binaire, et c'est pas juste ce qui est en surface, quoi. Et le problème est complexe, et ne serait-ce que pour le comprendre, il faut y passer beaucoup de temps. Et du coup, moi, c'est ce chemin-là que je fais depuis 10 ans sur ma production de ferme, qui m'ont amené à faire tout un tas de compromis par rapport à l'idée que je me faisais initialement de ma production.
Mais je crois que ces compromis, ils ont au final été faits pour le meilleur. Pour ma qualité de vie, pour la qualité de mes productions, et même d'un point de vue écologique, je pense que ça a du sens.